bum 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 Bonjour, bonsoir à tous et toutes, et bienvenue sur cette série de vidéos imparfaites de tutos imparfaits sur la méthode roue. Il n'y en a pas des masses en français, il faudra vous en contenter. Si vous n'êtes pas content, et si vous avez des critiques à formuler, la section commentaires est ouverte, faites-vous donc plaisir. Deux conditions, cependant. Les insultes sont autorisées, à condition qu'elles soient désuètes. Par exemple, « Mais tu n'y connais strictement rien, espèce de malotru, peste soit le chacal qui ose se prononcer sur des questions qu'il ne maîtrise visiblement pas, vil sacripant, va plutôt bosser ton look-head, espèce de chenapan donneur de leçons. » Aussi, un disclaimer légitimité bourré de jargon est disponible en description, en plus de la vidéo qui accompagne cette introduction. Maintenant, petite mise en contexte. Qu'est-ce que la méthode roue ? C'est une méthode française, cocorico, créée par le dénommé Gilles Roux. On peut résumer vulgairement sa démarche ainsi, c'est une méthode de feignasse. Mais attention, pas le genre de feignasse atteint du syndrome PC frigo canapé, plutôt le genre de feignasse qui se cassera la tête pendant 3 plombes à organiser son poste de travail pour faire en sorte que tous ses outils soient rapidement à portée de main et rangeables en 2-2 une fois utilisés. Gilles Roux le dit lui-même, il a créé sa méthode parce qu'il avait la flemme d'apprendre SIFOP et ses 78 algorithmes. Ok. Du coup, sans prétendre que la méthode Roux soit dénuée du mot dont il ne faut en aucun cas mentionner l'existence sous peine d'effrayer les non-connaisseurs en plus de provoquer une probable colère divine, on peut l'apprendre en devant connaître le nombre absolument gigantissime de 9, plutôt que 78. Que la méthode Roux soit dénuée du mot dont il ne faut en aucun cas mentionner l'existence sous peine d'effrayer les non-connaisseurs en plus de provoquer une probable colère divine, on peut l'apprendre en devant connaître le nombre absolument gigantissime de 9, plutôt que 78. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce saligot de sagouin ? Bonjour, je suis Jean Zététique, et j'aime pointer du doigt jugeur les arguments fallacieux qui se présentent à moi. En effet, si 78 algorithmes sont nécessaires pour approfondir SIFOP, on peut réduire ce nombre à 15 juste pour apprendre SIFOP. Et la nuance est importante, car même si 9 reste inférieur à 15, vous en conviendrez que la comparaison en devient beaucoup moins spectaculaire. Méfiez-vous toujours des affirmations du premier clampin venu, même si celui-ci porte toujours une blouse blanche, et vérifiez bien vos informations. C'était Jean Zététique, je vous laisse reprendre votre vidéo. Gilles Roux a donc créé sa méthode, mais n'avait pas vocation à l'optimiser. Il voulait juste se faire plaisir. Plusieurs noms sont apparus sur la scène compétitive, mais nous retiendrons surtout celui de Kian Mansour pour son travail titanesque de tuto clair et concis, et de celui de Sean Patrick Villanueva, qui a permis le 27 octobre de l'an de grâce 2019 de hisser Roux au rang de méthode clairement crédible en speedcubing, en se plaçant dans le top 3 des meilleurs speedcubers, juste derrière l'inoubliable Félix Zemdegs et l'admirable Max Park. Lien dans la description. En gros, pour faire une métaphore, si Gilles Roux c'est Dieu, Kian Mansour c'est Gabriel et Sean Patrick Villanueva c'est Jésus. Pour conclure cette longue introduction, je dirais que si on devait objectivement déterminer laquelle de ces deux méthodes, Roux ou SIFOP, est la meilleure pour faire du Rubik's Cube, la seule réponse pragmatique et logique à apporter est Triangular Francisco, lien dans la description. Ainsi donc, dans cette vidéo, je présenterai en résumé chaque étape de résolution du cube avec Roux. J'enchaînerai ensuite avec la construction du premier bloc adapté à une découverte totale du Rubik's Cube, destiné aussi à ceux qui ne connaissent pas le principe de F2L, puis j'aborderai
quelques notions un poil plus avancées pour les six-faux-peurs curieux et les débutants intrépides qui souhaitent se faire peur. Pour rappel, comme précisé dans l'encart en début de vidéo, les timecodes sont disponibles en description pour aller directement au chapitre qui vous intéresse. Bum bottom bottom. Avant de vous expliquer comment résoudre le Rubik's Cube avec la méthode roue, je vais vous expliquer ce qu'est le Rubik's Cube. Pour ceux que cela n'intéresse pas, le timecode est ici. Donc, le Rubik's Cube, c'est un cube, comme dirait notre cher aimé Captain Mobius. C'est un cube qui a, comme tous les cubes, 6 faces, mais qui a la particularité d'avoir 6 tranches qui tournent sur elles-mêmes. Nous avons la tranche du haut, la tranche de droite, la tranche de gauche, la tranche du bas, la tranche d'en face et la tranche de derrière. Elles peuvent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre comme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et cet objet conservera toujours la forme d'un cube quand bien même ces tranches peuvent tourner. Le but de ce petit objet est donc de le résoudre. En plus d'être un cube, c'est donc ce que l'on appelle un twisty puzzle, ou un puzzle tournoyant dans la langue de Molière. Chacune de ces tranches sont composées de deux types de pièces, les coins, qui ont chacun 3 couleurs, comme vous le voyez ici, et les arêtes, qui ont elles 2 couleurs, comme vous le voyez ici. Et le but du jeu, lorsque tous nos coins et nos arêtes sont en place, pas comme ici, c'est de remettre les pièces ensemble avec les couleurs qui correspondent et qui vont bien. Là par exemple, on a les 2 bleus qui correspondent, c'est génial. Et là nous avons les 2 jaunes qui correspondent, c'est génial. Je n'ai point fait exprès de faire ça. Et nous avons le orange qui pointe au bout comme une sorte de rayon laser. Si cela avait été comme ça par exemple, nous avons les mêmes couleurs, les mêmes pièces, le bleu et le bleu qui ne sont pas ensemble, le jaune, l'orange et le jaune qui ne sont pas raccords, et le jaune qui traîne tout seul et qui du coup ne charge pas la batterie du sabre laser. Et le but du jeu sera de résoudre, comme dit tout à l'heure, les couleurs pour que tout aille bien ensemble, et ainsi réussir à former un ensemble de petites pièces comme ça, qui ont chacune les couleurs qui correspondent, comme sur le reste de ce cube. Hey, salut, c'est le Peneugeux du futur. Le Peneugeux du passé a oublié de vous parler d'une chose essentielle au sujet du Rubik's Cube. En effet, le Rubik's Cube a de ça de particulier que les centres ne bougent pas. Mais que veux-tu dire au Peneugeux du futur par les centres ne bougent pas? Eh bien c'est tout simple. J'ai beau rotationner comme ceci toutes mes tranches dans tous les sens comme je veux. Hop là, c'est un échec, mais c'est pas grave. Je leur fais mater ces habiles rotations de tranches qui vont dans tous les sens. Vous remarquerez que présentement, le centre jaune et le centre rouge ne bougent pas d'un iota. Et il en est de même si je tourne à droite et que je regarde mon centre vert et aussi mon centre gauche. De là, nous pouvons en conclure quelque chose de rigolo. Premièrement, refaisons un cube complet. Nous avons donc ce magnifique cube complet, et nous pouvons observer du coup que lorsque nous checkons les centres, nous avons du jaune ici, mais je sais que vu qu'il ne bouge pas, vu que les centres ne bougent jamais, il aura toujours la même couleur opposée. Et je sais que la couleur opposée à ce jaune, c'est du blanc. Ah bah tiens, quelle surprise! Là en face de moi, j'ai du vert. Et dans ce cas-là, je sais que là derrière, j'ai du bleu. Ah bah tiens, la surprise. Là à ma gauche, j'ai du rouge. Et je sais qu'à ma droite, j'ai du orange. Ah bah tiens, c'est encore la surprise. Il y a quelques fous qui finissent par savoir que lorsqu'ils ont du vert en face d'eux et du jaune en face d'eux, ils peuvent en déduire du coup les couleurs à droite et à gauche. J'admets que j'ai pas trop ce niveau. C'est plus pratique quand le premier bloc est déjà fait. Enfin bref, je parlerai de ces délires de blocs tout à l'heure. Mais retenez ceci, les centres ne bougent pas et donc du coup les centres ont une couleur opposée attitrée. Le vert est opposé au bleu, le bleu est opposé au vert. Jaune au blanc, rouge au orange. Sur ce, je relaisse la parole au Peneugeux du passé, et je vous souhaite une excellente vidéo. Ciao ciao! Enfin, vis-à-vis des rotations, je vais entrer un petit peu plus dans le détail. Ce n'est absolument pas obligatoire pour l'instant à comprendre ce principe,
Donc si vous souhaitez aller directement à qu'est-ce que la méthode roue, allez à ce timecode. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacune de ces tranches peuvent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour la tranche du haut, cela se passe donc comme ceci. Là, nous sommes dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, nous sommes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour la tranche d'en face, là, nous sommes dans le sens des aiguilles d'une montre, comme vous le voyez. Et là, nous sommes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pour les autres que ça commence à être rigolo. Par exemple, prenons la tranche de droite. Si on la tourne vers nous comme ceci, nous remarquons que le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme cela. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sens des aiguilles d'une montre pour la tranche de droite. Par contre, pour la tranche de gauche, voici le sens des aiguilles d'une montre. Et oui, lorsque nous mettons la tranche de gauche face à nous, et que l'on fait le sens des aiguilles d'une montre, nous remarquons qu'il faut descendre la tranche de gauche pour faire des rotations dans ce sens-là, dans le sens horaire. Alors que pour la tranche de droite, il faut remonter la tranche pour faire des rotations dans le sens horaire. Donc je reprends. Sens des aiguilles d'une montre pour la tranche de gauche. Sens inverse des aiguilles d'une montre pour la tranche de droite. Et de même que pour la tranche avant, ceci est le sens des aiguilles d'une montre. Ceci est le sens des aiguilles d'une montre pour la tranche arrière. Et effectivement, si on retourne notre cube pour mettre la tranche arrière face à nous, si on fait ce type de rotation-là, effectivement, nous avons le sens des aiguilles d'une montre qui est inverse de celui de la tranche avant. Et ainsi donc, nous avons là le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la tranche arrière. Et cela marche pareil pour la tranche du haut et la tranche du bas. Ceci est le sens de rotation horaire de la tranche du haut, ceci est le sens de rotation horaire de la tranche du bas. Et voici le sens anti-horaire. Ceci étant dit, qu'est-ce que la méthode roue? La méthode roue, du coup, se fait en 4 étapes. La première étape, c'est la construction du premier bloc. Alors là, comme vous le voyez, mon cube il est tout mélangé, mais en réalité, nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière, car nous avons une vision en 3 dimensions. Nous ne pouvons voir que 3 faces à la fois. Alors que si on retourne tranquillement notre cube, nous voyons que là, nous avons des pièces qui sont déjà résolues. Et c'est ce que j'appelle le premier bloc. Pourquoi un bloc? Parce que nous avons ici 6 pièces, en comptant le centre, qui sont de la même couleur. Le orange, les 2 oranges qui sont collés ensemble, les 3 blancs qui sont aussi collés ensemble, et les 2 rouges qui sont aussi collés ensemble. Pour faire un exemple, c'est vraiment un ensemble de pièces, car lorsque je retourne celle-ci, le bloc est foiré, car l'orientation de la pièce est foirée. Nous avons ensuite le deuxième bloc. Et voici le deuxième bloc, qui a pour point commun d'avoir sur le côté de ces tranches les mêmes couleurs, sauf pour la face, qui est de couleur verte, car ici, le premier bloc est de couleur bleue. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le bleu est opposé au vert. Le centre bleu étant opposé au centre vert, il est logique que les couleurs qui soient autour de ce centre soient de la même couleur que le centre. Et donc, que la couleur du premier bloc soit opposée à la couleur du second bloc. Passons maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la résolution des coins, c'est-à-dire faire en sorte que nos coins jaunes soient orientés vers le haut, et que en haut, nous ayons, si on tourne notre face du haut ainsi, à chaque fois, 2 fois la même couleur, 2 fois la même couleur, 2 fois la même couleur, et 2 fois la même couleur. Ensuite, lorsque nous réunissons les rouges avec les rouges, et derrière, justement, les oranges avec les oranges, et bien ça fait un joli château. Voilà, en tout cas, moi je trouve ça très joli. Et enfin, l'étape suivante, c'est celle que préfèrent tous les rousseurs. En tout cas, si jamais ils disent le contraire, c'est qu'ils mentent. C'est la résolution du cube en utilisant uniquement les tranches du milieu, qui se déroulent en 2 étapes. La première, il s'agit de l'orientation des pièces, c'est-à-dire faire en sorte que les couleurs de ces pièces, de nos arêtes, soient ici, sur la face du haut, soit jaunes ou blanches. Là, regardez, toutes nos arêtes sont ici, sur la face du haut, jaune ou blanche, et sur la face du bas, jaune ou blanche. Et après, la résolution du cube.
Et voilà qu'il est beau, qu'il est joli. Ouloulou, nous avons un cube fait. Cela peut paraître beaucoup, dit comme ça peut même faire peur. Mais faites-moi confiance, une fois que vous saurez le résoudre et que vous reviendrez à cette première vidéo, vous ferez « Oh, ah ben oui, ah ben c'était comme ça, ouloulou, qu'est-ce que je me suis fait peur pour rien ?»